Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de terminale sur le thème 1, énergie et cellules vivantes. Nous allons aujourd'hui aborder le second chapitre qui concerne les échanges de matière et d'énergie lors de la respiration et de la fermentation. Dans le chapitre 1, nous avons traité de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est un processus métabolique qui est utilisé par une partie du vivant, notamment les végétaux verts et un certain nombre de bactéries, qui permet de produire de la matière organique à partir de matières minérales en utilisant l'énergie du soleil. La plante va ainsi produire du glucose qui sera ensuite transformé en amidon. C'est une synthèse de matière organique et ce glucose, cette matière organique produite, va permettre de construire de nouvelles cellules de plantes, mais aussi va servir de substrat énergétique. Nous nous étions quittés sur la question suivante: pourquoi la circulation de la matière organique permet également une circulation d'énergie? Donc en d'autres termes, pourquoi la matière organique qui va circuler dans l'écosystème via les chaînes trophiques, les chaînes alimentaires, va permettre donc aux animaux, puisqu'en général c'est des animaux qui mangent des plantes, de construire de l'animal, mais également d'utiliser de l'énergie. Donc pour répondre à cette question, on va traiter cette question dans les deux prochains chapitres. Et pour commencer, on va voir les échanges qui ont lieu lors de deux processus métaboliques cellulaires qui sont la respiration et la fermentation. Alors, dans le cours sur la photosynthèse, nous avions vu que l'ATP, cette molécule particulière que vous avez ici, était une monnaie énergétique. Pourquoi? Parce que la réaction ATP donne ADP plus PI, donc on transforme l'ATP en lui enlevant un phosphate, est particulièrement exergonique. Ça veut dire qu'elle libère de l'énergie. Cela fait de l'ATP une monnaie énergétique puisque c'est cette molécule que les cellules vont utiliser pour produire de l'énergie. C'est donc une molécule plutôt, qui est nécessaire en grande quantité dans les cellules, pour le besoin de la cellule, mais aussi, a fortiori, chez les organismes pluricellulaires, pour le besoin de l'organe et de l'organisme, pour leur fonctionnement. Donc dans ce deuxième cours, on va se demander comment l'ATP est produit en si grande quantité par les cellules, à partir d'un substrat énergétique particulier qui est le glucose. Le glucose, vous l'avez ici. Donc, il est simple à étudier. On peut étudier son action sur les organismes. Ici, vous avez deux photographies qui ont été prises en microscopie électronique à transmission. Donc, ce ne sont pas vos microscopes optiques, ce sont des microscopes particuliers, beaucoup plus puissants, qui permettent un grossissement important. En l'occurrence, on observe les levures grossies 10 000 fois. Donc la levure, c'est un champignon unicellulaire qui est globalement plutôt très utilisé en biologie, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et ici, on a cultivé des levures en présence de glucose sur des substrats qu'on dit totaux, c'est-à-dire que la levure a tout ce qu'il lui faut pour vivre, soit en présence d'O2, soit en absence d'O2. On constate en présence d'O2 la présence sur la levure, dans la levure, d'une vacuole assez développée. On ne voit pas le noyau, ça dépend en fait où est-ce qu'on fait la coupe de la levure pour prendre la photo en microscopie électronique. Donc ça ne veut pas dire qu'il est absent, ça veut juste dire qu'on ne voit pas. Et on constate la présence de nombreux organites cellulaires, ces petits organites ici qu'on appelle des mitochondries. En absence d'O2 maintenant, on constate que la vacuole est plus réduite, et on constate surtout l'absence de ces organites cellulaires, les mitochondries. Donc, on peut en déduire que la mitochondrie joue un rôle dans la levure en présence d'O2, donc pour un métabolisme particulier qu'on appelle la respiration. On va donc avoir
de métabolisme. Lorsque le dioxygène est présent, on a un métabolisme aérobie. On observe le développement d'organites particuliers qui s'appellent les mitochondries. Ce sont donc le siège de la respiration cellulaire. En absence d'O2, on a un métabolisme qui est anaérobie, donc sans oxygène. La levure continue à vivre, donc ça veut dire qu'elle produit quand même de l'ATP, mais sans intervention de mitochondries. C'est donc un autre processus cellulaire qu'on appelle la fermentation. Ces processus métaboliques, la respiration et la fermentation, sont universels. Ça veut dire qu'on va les retrouver à plus ou moins grande échelle dans toutes les cellules. Ce sont la respiration et la fermentation, deux modalités particulières d'oxydation du glucose. Alors vous allez me dire, mais qu'entendez-vous par oxydation? Puisque on parle d'oxydation, y compris en absence d'O2. Alors l'oxydation, historiquement, effectivement, c'était la transformation d'une molécule par l'O2, par une molécule d'oxygène. Dans un sens plus moderne, on parle d'oxydation quand il y a une réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire, on va avoir un composé A réduit qui est riche en électrons, qui va être oxydé pour donner un composé oxydé et libérer des électrons et de l'énergie. C'est donc une réaction exergonique puisqu'elle libère de l'énergie. Cette réaction d'oxydation est couplée, pour qu'elle ait lieu, à une réaction de réduction. C'est-à-dire, on va prendre un deuxième composé qui lui est pauvre en électrons, qu'on va combiner avec nos électrons issus de la première réaction, grâce à l'énergie également issue de la première réaction. C'est donc une réduction. Si on combine les deux réactions, donc on va prendre un réactif réduit et un réactif oxydé, on va en fait leur faire échanger des électrons pour avoir une réaction qui est globalement neutre d'un point de vue énergétique. Alors je dis globalement parce que ça peut arriver, c'est là que ça va être intéressant, que EA moins EB soit positif. Ça veut dire que même avec le couplage, la réaction libère plus d'énergie, c'est cette énergie qu'on va utiliser, nous allons le voir. Alors on va commencer ce chapitre en étudiant la respiration cellulaire. Et pour ce faire, nous allons commencer par étudier les propriétés de la mitochondrie, donc qui est l'organite qui va réaliser cette respiration. Alors ici, on a une photographie réalisée toujours en microscopie électronique à transmission, dont on a coloré l'image artificiellement, donc à l'ordinateur, pour faire mieux apparaître les structures. Donc on voit ici la membrane de la mitochondrie. Excusez-moi, c'est la membrane de la levure donc. Et on voit dans le cytoplasme de cette levure, son noyau en rose, la vacuole ici en bleu clair, donc qui apparaît à plusieurs endroits, le hyaloplasme en bleu foncé, et en vert, les mitochondries. Donc on peut constater que ces mitochondries sont très nombreuses et prennent pas mal de place dans le cytoplasme. Alors, juste un petit point de vocabulaire, le hyaloplasme, c'est sûrement la première fois que vous entendez ce mot. Le hyaloplasme, on dit aussi cytosol, c'est le liquide visqueux du cytoplasme. Alors vous connaissez le cytoplasme, c'est ce qui est délimité en fait à l'intérieur de la cellule par la membrane plasmique. J'ai perdu ma flèche, voilà. Donc c'est tout ce qui est à l'intérieur de la membrane plasmique. Le cytoplasme peut contenir des organites chez les organismes eucaryotes, donc par exemple le noyau, la vacuole ou les mitochondries. Et en dehors de ces organites, donc qui sont eux-mêmes délimités par une membrane qui leur est propre, on va trouver un liquide plus ou moins visqueux, dans lequel vont être dissous de nombreux composés, des molécules, mais aussi des protéines, des enzymes, qui vont être actives. Et c'est cet ensemble de liquide visqueux avec des molécules dissous
qu'on appelle le hyaloplasme ou cytosol. Ici, vous avez une représentation en 3D, une vue d'artiste, d'une cellule eucaryote et de ses organites. Donc, on voit ici, le petit numéro 9, les mitochondries, entières et en coupe transversale ou longitudinale. Et en marron est représenté donc ce hyaloplasme qui est un composant particulier de la cellule et très important puisqu'il va contenir de nombreuses enzymes et beaucoup de réactions métaboliques vont se dérouler en fait dans le hyaloplasme. Ici nous avons une photographie en microscopie électronique par balayage, donc c'est une autre technique de microscopie qui permet également un fort grossissement et qui, contrairement à la transmission, va permettre de donner des images en 3 dimensions, donc en relief. Cette photographie a été colorisée de façon artificielle, encore une fois, et elle montre une mitochondrie, ici en rose, au milieu du hyaloplasme. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette mitochondrie? Si on fait un schéma d'interprétation, on voit ici la membrane et on constate qu'il n'y a pas une mais 2 membranes. C'est ce qu'on appelle une double membrane. On a donc une membrane externe et une membrane interne. C'est un peu comme sur les chloroplastes. Entre ces 2 membranes existe un petit espace qu'on appelle l'espace intermembranaire. Cette membrane, on peut le voir, va s'invaginer vers l'intérieur en de nombreux replis qu'on appelle les crêtes mitochondriales. Donc les crêtes, c'est toujours la membrane interne qui s'est invaginée. Alors tout de suite, on peut deviner que ce n'est pas pour rien qu'on va produire plus de membranes internes. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'intestin avec les replis des cellules intestinales, les villosités, qui permettent d'augmenter la surface de villosité, donc la surface d'absorption de l'intestin. Donc on se doute que si on a des replis qui sont aussi nombreux, c'est que la membrane interne joue un rôle dans la fonctionnalité de la mitochondrie, donc dans la respiration, et a besoin d'augmenter la surface de membrane pour être plus efficace en contact avec la matrice. La matrice de la mitochondrie, c'est en fait l'espace à l'intérieur de la mitochondrie, le lumen si vous préférez, qui va être délimité par la membrane interne. Ici, vous avez une autre vue de la mitochondrie, donc une photographie en microscopie électronique à transmission, cette fois en coupe longitudinale. Tout à l'heure, on était en coupe transversale, on avait coupé la mitochondrie ici. Là, on est en coupe longitudinale. Donc, on observe bien les crêtes, là, les nombreuses invaginations. On observe également l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire le hyaloplasme. Donc, à côté, on a une représentation 3D interprétative. Donc, on voit bien que la membrane externe est lisse, que la membrane interne a de nombreuses invaginations, de nombreux replis, qui limitent l'espace de la matrice, mais qui permet aussi une plus grande surface de contact entre la matrice et la membrane interne.